Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e des prix de la saison. Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Monaco. Oui, cette phrase est une réalité. On pensait que ce ne serait jamais le cas, vu tout ce qui lui est arrivé ici depuis le début de sa carrière, avant même le début de sa carrière en Formule 1, déjà en Formule 2. Même quand on regarde l'état de la hiérarchie, il y a 2 courses, on ne pensait pas que Ferrari serait en position de gagner et pas à Monaco. Mais ça y est, c'est fait et on a eu une des victoires les plus fortes, les plus émouvantes, les plus incroyables d'un point de vue storytelling, d'un point de vue histoire, de peut-être l'histoire de la Formule 1 simplement, oui, l'une des meilleures. Et on a aussi une saison qui est désormais complètement relancée sur la base de ce qu'on documente depuis Miami. Installez-vous. On va se régaler. Le classement et la dynamique sont totalement bouleversés. On a eu 4 vainqueurs différents sur les 8 premiers Grands Prix et celui d'hier a réalisé l'une des victoires de rêve de la Formule 1. Leclerc-Monaco, on peut difficilement faire plus incroyable comme association. Et après la première victoire de Lando Norris, ça nous fait un autre moment très fort de cette saison dont on se souviendra. Ça aussi, c'est un des plans sur lesquels cette saison est différente de la précédente. Leclerc n'avait plus gagné depuis l'Autriche 2022, c'est incroyable. Bref, la F1 nous a offert hier un morceau d'émotion, de scénario et d'excitation vraiment, vraiment unique. Pourtant, cela s'est passé sur le Grand Prix, le circuit où la course n'existe pas, en tout cas pas sous sa forme habituelle et certainement pas sous sa forme la plus excitante et certainement pas cette année, on va y venir. Et oui, chaque année, il semble qu'il faille rappeler ce qu'est Monaco, un anachronisme absolument génial, un paradoxe avec des caractéristiques vraiment uniques au calendrier et donc ça prouve qu'il faut le prendre absolument différemment des références habituelles. C'est autre chose, c'est hors du temps, c'est hors du calendrier. Monaco, c'est le meilleur vendredi et le meilleur samedi de la saison avec les meilleures qualifications de l'année, le plus gros défi et le plus gros morceau de bravoure pour les pilotes. C'est aussi le meilleur décor, les plus belles images, les meilleurs virages, la meilleure victoire, la victoire la plus prestigieuse de la saison, le moment le plus regardé, le plus suivi, le plus connu de toute l'année. Bref, c'est Monaco, c'est complètement différent. Le vendredi et le samedi ont été les meilleurs de la saison, largement, clairement, beaucoup mieux que d'habitude. Et voilà, la qualif a été absolument sensationnelle. Voilà, 6 dixièmes en Q1 entre la P1 et la P18, une pole à 1 dixième du record absolu. La pole de 2023 n'aurait pas suffi pour entrer en Q3, ça a frotté les murs dans tous les sens, bref, c'était juste magnifique, il y avait tout. Mais c'est Monaco. Et donc, en course, c'est absolument impossible de doubler. Ça veut dire que le Grand Prix est, entre guillemets, coincé. On ne peut pas faire grand-chose à partir du départ et ensuite, quand on passe le moment du seul arrêt au stand, en dehors de ces 2 moments-là, voilà, changer de position est impossible. Certes, les F1 modernes n'aident pas car elles sont clairement trop grosses et ont de vrais défauts, on va pas y revenir, mais Monaco, ça a toujours été ça, si on reprend dans les vieilles années. Voilà, Mansell n'a pas réussi à doubler Senna dans les années 90 alors qu'il avait une voiture qui allait bien plus vite à ce moment-là. Vous allez peut-être me sortir des exemples fous type Monaco 96, mais voilà, s'il y avait de la pluie, il s'est passé plein de choses et il y a littéralement que 3 voitures qui franchissent la ligne. Bref, c'est très différent. Monaco, l'enjeu, c'est autre chose. C'est une course de pion où il faut rester devant la voiture de l'autre. Peu importe le rythme, c'est pas ça qui compte. Tu peux rouler, comme on l'a fait là parfois, 10 secondes en dessous du temps de la pole. C'est pas important. L'enjeu, c'est de rester devant et de ne pas faire d'erreur, ce qui est déjà en soi une très grosse performance. Et c'est parce que c'est une fois seulement dans l'année et à Monaco que ça devient acceptable ce scénario de course. Parce que sinon, évidemment, si c'était tous les dimanches, ce serait une absolue catastrophe. Mais c'est une fois et c'est Monaco. Donc franchement, ça passe. Il est donc pour moi complètement intouchable. Peu importe l'ennui, qui est d'ailleurs souvent une notion bien relative, parce que personnellement, j'ai fait les 100 pas durant tout le Grand Prix. Vraiment, j'étais sur le bout de mon siège tout du long, parce qu'à chaque instant, il peut se passer quelque chose. Monaco, c'est unique. Voilà, on n'y touche pas. Même s'il y a des critiques légitimes, on n'y touche pas. Bon, après, c'est vrai que cette année, particulièrement, ça a été très compliqué pendant la course parce qu'on a littéralement rien eu à se mettre sous la dent parce qu'encore une fois, comme c'est trop souvent le cas ces derniers temps, on n'a vraiment pas de bol. On a eu un fait de course qui, au lieu de nous relancer la course, nous l'a tué. Là, pour le coup, le drapeau rouge a littéralement enlevé l'élément stratégique de l'équation puisque les équipes ont pu changer de pneus sous le drapeau rouge et à partir de là, il suffit juste de rallier l'arrivée. Une fois le restart passé, les positions étaient figées et il n'y avait plus rien à tenter. Selon moi, une nouvelle fois, ça vient reposer la question de la capacité de changer des pneus sous le drapeau rouge, ça ok, mais que cet arrêt compte à la place de l'arrêt obligatoire, personnellement, je ne suis pas pour. On avait déjà vu ça dans d'autres scénarios. Voilà, parfois, ça change totalement la physionomie de la course sans trop de logique.
Voilà, il y avait juste rien à faire sur l'ensemble des 78 tours, 75 après la relance. On a bien tout de même Hamilton, Verstappen et Stroll notamment qui ont tenté quelque chose. La seule chose qui avait un petit peu à tenter, c'est ceux qui avaient un gap pour faire un arrêt gratuit derrière eux, se sont arrêtés, ont mis des pneus frais et ont tenté de remonter sur le gars de devant pour aller le doubler avec l'avantage pneumatique. Mais on a vu notamment avec Verstappen face à Russell que même dans ce cas-là, ça ne suffisait pas. Donc il n'y avait rien à faire. McLaren, elle, aurait bien voulu tenter ce petit coup stratégique pour faire douter Ferrari, mais elle ne l'a pas pu car Ferrari a fait la seule chose qu'elle avait à faire, c'est-à-dire contrôler le rythme, être suffisamment lent pour que Lando Norris n'ait jamais au moins 20-22 secondes d'avance sur George Russell. Ça a été magnifiquement fait par Leclerc, puis par Sainz aussi qui a aidé à la réussite collective. Et à partir de là, voilà, c'était fini, on connaissait l'ordre. C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire de la F1, je crois, que le top 10 de la qualif est exactement le top 10 à l'arrivée de la course. On a un Grand Prix qui donc s'est joué entièrement sur la qualification et un petit peu sur le départ. Généralement à Monaco, la qualif c'est 80%, là c'était 98%. C'était comme ça parce que l'élément stratégique nous a été complètement enlevé. Ça a rendu la vie complètement facile à ceux qui étaient devant. Ferrari n'a absolument pas tremblé, alors que s'il y avait eu un arrêt à faire, l'undercut, l'overcut, ça aurait pu absolument tout changer, comme on l'a vu déjà, notamment en 2022, même si la pluie était venue rajouter son grain de sel. Et pour ceux qui étaient coincés derrière, la course aussi, elle était finie. Dommage, on a une course qui aurait pu être plus intéressante, qui aurait pu basculer. Mais voilà, pas de stratégie. Tout ça à cause de l'énorme accident entre Sergio Pérez et les deux As, des images absolument terrifiantes qu'on n'a pas vues sur le direct, qu'on a revues au ralenti. Absolument fou ce qu'il s'est passé. Ça fait sincèrement longtemps qu'on n'avait pas vu un crash qui fait froid dans le dos. Je pense que la dernière fois que j'ai été autant choqué, c'était Guan Yu Zhou à Silverstone en 2022. C'est un crash qui arrive après tous les 2 ans, une image vraiment très forte qui va faire vraiment le tour du monde. Franchement, la manière dont Pérez se fait écraser entre Magnussen, qui le prend vraiment de côté, ce qui est la situation la plus dangereuse, et le rail. Voilà, la caméra on-board de Pérez, elle est terrifiante et le bruit, il est glaçant. Concernant la responsabilité, j'arrive à comprendre pourquoi on est arrivé au pas d'action, puisqu'on peut se dire que Magnussen met sa roue dans un trop petit espace, mais que Pérez de son côté serre, il aurait pu se mettre un peu plus à gauche. On peut se dire un partout, ok, mais perso, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Moi, je trouve que Magnussen est majoritairement responsable de cet immense carton. Je dirais même que Magnussen est majoritairement irresponsable sur ce coup. Il a fait un geste assez irresponsable. Je comprends pas, surtout vu sa situation au niveau des pénalités, qu'il ait tenté ça. Pour moi, il s'insère là où c'est juste pas possible de s'insérer. Dans la montée du casino, qui n'est pas droite, il trouve un espace qui est à peine de la largeur d'une voiture sur la droite, au moment où il y a un mur qui s'apprête à revenir sur la trajectoire. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient faire là alors qu'il n'est absolument pas à une hauteur suffisante pour contester à ce point la position à Sergio Pérez? La prise de risque est complètement démesurée. Pour moi, c'est une tentative folle qui a eu des conséquences dramatiques et qui aurait même pu l'être bien plus que ça. Voilà. Je ne comprends pas ce move. Il a dit « j'y vais ». On verra, tant pis. Et voilà, je ne suis pas du tout d'accord. Il aurait clairement dû freiner, lâcher. Voilà, pour moi, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je trouve que Pérez doit regarder devant, c'est ce qui doit se faire dans ce genre de situation. Je ne suis même pas sûr qu'il pouvait correctement voir Magnussen derrière lui. Il était suffisamment devant. Bref, pour moi, c'est à Magnussen d'éviter l'accident plus qu'à Sergio Pérez. Alors oui, il laisse beaucoup de place à gauche. Il n'y a quand même pas de coup de volant, hein. C'est pas un coup de volant, il n'a pas tassé, c'est que la piste s'est refermée avec ce mur dans une ligne droite qui n'est pas droite, ce qui d'ailleurs a toujours été un petit peu dangereux. Voilà, pour moi la responsabilité à Magnussen, il n'y aurait pas eu de crash si Magnussen n'avait pas eu un comportement que moi je qualifie un peu de fou. D'ailleurs, quand on regarde les images, on voit que Magnussen touche le rail avec sa roue arrière droite quelques secondes avant d'aller mettre son nez là où il ne faut pas et de se cracher avec Pérez. Donc déjà, il est trop à droite et fait un truc qui n'a pas trop de sens et qui est bien trop risqué à mon goût. Je me demande, petite théorie du complot, si le fait que Magnussen n'a plus que 2 points de marge sur son permis n'est pas joué, dans le fait qu'il n'y ait pas eu de pénalité, hein, je me demande. En tout cas, c'était absolument extrêmement violent, choquant, et perso, voilà, je le dis, j'aurais jugé Magnussen majoritairement responsable et je lui aurais mis une pénalité. Je veux bien vos avis. Malheureusement, ce n'est pas le seul crash du premier tour, puisqu'il y a aussi eu nos Alpines. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'était une image absolument terrible. Ocon et Gasly qui s'accrochent au portier. Esteban même qui décolle assez violemment. Ça aussi, rien que ça, c'était une image ouf et qui abandonne au final.
Pas grand chose à dire au final sur cette action, je trouve, puisque j'ai le sentiment qu'elle a bien été jugée d'abord par Bruno Famin en direct sur Canal, puis par la direction de course. À mon sens, l'attaque d'Ocon est non seulement très limite d'un point de vue de l'équipe, vu qu'elle allait à l'encontre des consignes données et qu'elle était un poil trop agressive, mais surtout c'est une manœuvre qui pour moi n'est pas suffisamment maîtrisée, il n'a pas suffisamment laissé de place à Gasly, il le tasse complètement contre le mur, Gasly ne peut aller nulle part et le crash est inévitable depuis la POV de Gasly. Donc ouais, pour moi la manœuvre elle est non seulement pas bonne du point de vue de l'équipe, même si elle était passée, et puis elle est juste pas bonne du tout en fait. Je comprends l'envie de passer parce que s'il ne passe pas là, il passe sûrement toute sa course en 11e position, il ne peut plus rien faire et donc à partir de là ça aurait été extrêmement frustrant. Mais voilà, non seulement il a désobéi aux ordres de l'équipe qui avait dit apparemment on ne passe pas après le premier virage, mais en plus, eh bien, il a fait une manœuvre illicite sur un gars qui se trouve être son coéquipier. Bref, pour moi, Esteban a tout faux sur l'action. Esteban qui avait aussi fait une erreur lors de la Q2 la veille, une erreur qui lui coûte le passage en Q3. Bref, voilà, il a failli gâcher en plus de ça le dimanche le résultat d'Alpine, qui était très important. À l'arrivée, heureusement, pas de conséquences, donc un point comme ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu d'accrochage et un week-end plutôt positif pour Alpine sur le plan sportif avec une première Q3, un deuxième point dans cette saison et une voiture qui a été moins loin ce week-end, une position plus élevée que d'habitude. Mais au final, entre l'ambiance interne, on va dire les conséquences internes de ce crash qui auront sûrement lieu, il va se passer des choses, mais aussi le fait que Williams ait marqué 2 points, et bien finalement Alpine perd une position au classement, et je ne suis pas sûr que Monaco restera comme un bon souvenir alors que sportivement ça allait bien. Je vais même aller plus loin, je pense que Monaco restera comme un mauvais souvenir. Pierre, lui, peut être satisfait, c'est un week-end vraiment validé, il y a un premier point pour lui cette saison, voilà, il a été la meilleure Alpine, il s'est qualifié devant, il a été chercher ce qu'il fallait, peut-être un petit regret parce que s'il n'y a pas le bisou contre le mur en Q3, peut-être qu'il part 9, 8 peut-être, et du coup il y a 1 ou 2, 3, 4 points de plus à aller gratter, ce qui aurait été important pour Alpine, mais voilà, dans l'ensemble c'était quand même très très bien. Allez maintenant à passer en revue toutes les équipes et leurs pilotes, évidemment parce que c'est un tracé incomparable aux autres et parce que la course n'a pas vraiment eu lieu, n'a pas vraiment existé au sens premier d'une course où on peut se doubler, etc. etc. Eh bien l'analyse va assez vite et les conclusions que l'on peut tirer sur le reste de la saison sont clairement limitées, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Du côté de Ferrari, soulagement, une victoire, bonheur, elle est incroyable cette victoire et aussi confirmation que les upgrades d'Imola fonctionnaient et qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter et que finalement Imola était un bon Grand Prix de la part de Ferrari. Ils sont bel et bien dans ce mouchoir de poche avec McLaren, avec Red Bull et selon les types de circuits et les positions obtenues à quelques dixièmes près, parfois même quelques centièmes près en qualification, eh bien la victoire est possible. Ce week-end, pour la première fois de la saison, je vais peut-être dire, ils n'ont pas baissé de rythme lors de la Q3, ce qui était leur gros point faible. Alors est-ce qu'ils ont trouvé la clé, ça y est, et que du coup ils deviennent vraiment extrêmement redoutables? Je ne sais pas, on aura la réponse après Monaco. À Monaco c'est particulier, il y a aussi des virages lents, c'est a priori plutôt la typologie de circuit que la Ferrari aime. Voilà. On n'est pas encore tout à fait prêt à savoir si ça y est Ferrari a coché toutes les cases. En tout cas, ils sont là, ils seront là tous les week-ends. Pour l'instant, le travail du début de saison, et même si on élargit depuis la prise de fonction de Vasseur, et même peut-être un petit poil avant, c'est exceptionnel, c'est un sans faute, et on commence à voir les résultats de cet énorme travail, une nouvelle victoire de Ferrari, c'est vraiment énorme, on verra la suite de la saison, et je pense qu'on peut dire, et c'est assez incroyable, qu'au soir de Monaco, Ferrari est la favorite pour le classement constructeur. Et ça, c'est assez incroyable. Leclerc, lui, a eu le costume du favori tout le week-end, non seulement parce que c'est le local de l'étape, et il y a plein de choses qui se passent autour de lui dans les week-ends à Monaco, mais aussi parce que dès le début du week-end, sur la piste, il a été le meilleur, à part peut-être en FP1 où il s'est passé des choses un petit peu trompe-l'œil, on va dire, mais sinon il a été devant tout du long, parfois même avec une belle marge. Il a dominé le week-end, il sort une performance référence, il a eu un niveau de performance de dingue, il a une gestion des émotions qui a été absolument démentielle. Si on essaie de se mettre à sa place 3 minutes, on craque, clairement, c'était absolument dingue. Et puis pour une fois, la malchance l'a laissé tranquille. Et à l'arrivée, ça concrétise que c'est mérité pour toutes celles qu'il n'a pas eu à Monaco. Mais pas seulement, c'est un pilote qui devrait avoir déjà bien plus de victoires. Là, ça y est, il a eu, c'est allé au bout. Quel soulagement de son point de vue.
Au-delà de l'aspect émotionnel et symbolique, parce que voilà, cette victoire, c'est plus qu'une victoire, même si, comme il l'a rappelé, elle vaut 25 points, comme les autres, évidemment, c'est super important de vite retomber sur terre dans les prochains jours. Et bien, cette victoire, c'est une victoire de patron qui vient récompenser un début de saison vraiment extrêmement fort de sa part. Pour moi, seul Verstappen sur l'ensemble du début de saison est plus fort que lui sur la globalité des événements. Il a été un petit poil limité au tout début de saison sur les 2-3 premiers Grands Prix peut-être, encore que ses résultats restaient déjà absolument excellents. Mais là, depuis Shanghai, il est vraiment absolument énorme. Ça, c'est le Charles Leclerc que l'on voit 95% du temps, un champion potentiel. Et maintenant, voilà, il l'a fait à Monaco, il y a peut-être des petits déblocages qui vont se passer, la malchance peut-être qu'elle peut le laisser un peu tranquille sur une plus longue période. Il y a moyen de gagner d'autres courses cette saison, il y a même moyen d'être champion cette saison, parce que maintenant c'est totalement relancé. Bref, j'ai juste trop hâte de voir la suite et de voir comment Leclerc, Ferrari et tout le reste du haut du panier vont gérer ça. Sainz, lui, a accusé son déficit de performance habituel, j'ai envie de dire, sur un tour. Là, c'était 2 dixièmes et demi lors de la qualification. Et il est bien redevenu le Sainz classique, celui qui n'a pas ce petit truc en plus pour jouer tout devant, mais qui est quand même à une 3e position absolument fantastique pour Ferrari. Et fantastique pour lui, franchement, c'est un pilote qui a d'énormes qualités, notamment de régularité et de capacité à toujours prendre de gros résultats. Bravo. Il a quand même été bien chanceux, Carlos Sainz, parce que normalement, dans un monde normal, sa course allait terminer au casino avec une crevaison. S'il n'y a pas l'énorme crash derrière lui, voilà, c'est terminé. Bon, il a aussi été un peu malchanceux, comme il l'a dit, parce qu'au final, crever alors que son attaque sur Piastri, elle était légitime et bien maîtrisée, c'est juste un tout petit contact, c'était vraiment pas de bol. Mais bon, voilà, l'un dans l'autre, finalement terminé sur le podium pour Carlos Sainz. Ouais, je pense qu'il peut souffler et se dire, ce trophée-là, je le garde, parce que normalement, je n'aurais pas forcément dû l'avoir. Mais voilà, c'était encore un bon week-end d'ensemble chez Ferrari. Et vraiment, ils ont toutes les qualités pour aller très loin dans cette saison. McLaren, elle, peut être heureuse car encore une fois, elle est devant avec ses 2 pilotes en plus, et ce, même si normalement les virages lents, c'était pas forcément sa tasse de thé. Ben non, confirmation, après Miami, après Imola, McLaren va jouer absolument tout le temps devant, en tout cas jusqu'au plus prochain gros package d'amélioration, vraiment génial. Et concernant la gestion de course, malheureusement, les positions, elles ont été faites à partir de la qualification, donc il n'y a rien de spécial à dire. Par contre, il faut quand même parler d'Oscar Piastri. Quel week-end il nous a fait. Comme à Imola, il domine Norris sur le tour rapide. Là, c'était même assez clair sur l'ensemble des tours de la qualification. Et il a fait un sans faute absolu en course. C'est juste bluffant. Le tout, comme d'habitude, en paraissant hyper calme et absolument même pas impressionné. Personnellement, c'est toujours ça qui m'a le plus choqué dans le comportement de Piastri. C'est à quel point tout ça lui semble naturel à la fois derrière le volant et dans sa manière d'appréhender les choses. C'est ce qui fait qu'on pense que ce gars est un futur grand, un futur champion. Et voilà, là en ce moment, il est en train de le prouver. J'ai été critique à son sujet sur les 6 derniers mois où je trouvais qu'il peinait à passer le 2e ou 3e step. Il ne progressait plus vraiment. Là, depuis Shanghai, depuis Miami notamment, c'est vraiment extrêmement fort. Là, il est devant Norris sans une petite erreur à la chicane et où dans le dernier virage, il aurait même pu avoir la pole et donc gagner à Monaco. Voilà, c'est très fort. Attention, Lando Norris a du souci à se faire parce que ce Piastri-là, que l'on voit depuis 3 week-ends, c'est non seulement ultra prometteur, mais en fait, c'est déjà ultra fort. C'est déjà devant, tout devant. Sinon, j'ai été déçu de la perf de Lando ce week-end qui n'a jamais été dans le coup, qui n'a jamais endossé le costume d'un potentiel favori, d'un potentiel vainqueur, non jamais. Sur le tour rapide, il lui en a manqué clairement et du coup, il se qualifie derrière Piastri, même si c'est qu'un 10e, c'est la 4e place. Et à partir de là, il est coincé tout le Grand Prix. Et voilà, il est dominé par un coéquipier moins expérimenté, bien moins expérimenté, au moment où il est censé avoir passé un step avec sa victoire et être un vrai candidat crédible à pourquoi pas un titre de champion du monde. Alors, on va pas tirer des conclusions à partir de ce week-end parce que l'ensemble de la saison, il est excellent. Mais voilà, ce week-end, c'était pas suffisamment du bon travail pour Lando Norris. Dans le clan Red Bull, confirmation de ce qu'on a découvert avec effroi sur le 2e relais à Miami et qui s'est très largement confirmé à Imola. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait après Imola d'une victoire et d'un Grand Prix inquiétant pour Red Bull. Eh bien, ils n'ont plus davantage de performance. Je dirais même que c'est pire puisque selon moi, McLaren et Ferrari ont une voiture plus simple à piloter et à régler, qui passe mieux sur les vibreurs et qui dégrade clairement mieux les pneus. Donc ouais, Red Bull est non seulement battable et battu ce week-end, mais je dirais même ils ont chuté de leur statut de leader, au moins jusqu'à l'introduction des prochaines grosses upgrades qui devraient être vers Silverstone.
Ce week-end a juste été un énorme aveu de faiblesse et de difficulté et je pense qu'ils peuvent commencer à s'inquiéter à minima parce que les 3 dernières courses ne sont franchement pas probantes, en tout cas pas dans leur entièreté. Et voilà, même si Max Verstappen aurait pu placer cette voiture en deuxième ligne, voire même peut-être en première, s'il n'avait pas raté en touchant le mur à Sainte-Dévote son dernier tour de Q3, eh bien il est clair et net qu'ils n'ont en ce moment, selon moi, pas la meilleure voiture et que retrouver la victoire va leur demander un énorme effort. Et clairement, du coup, aujourd'hui, leurs championnats, pilotes et constructeurs, sont en danger. C'est maintenant, comme le temps a changé, c'est maintenant à eux de retourner la situation. C'est dingue. Dans tout ça, Pérez a vécu un week-end de cauchemar, conclu évidemment par cet accident terrible. Heureusement qu'il va bien d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Mais voilà, j'aurais tendance sur Pérez à ne pas trop lui tomber dessus, puisque quand il sort en Q1, eh bien, il n'est qu'à 3/10 du temps de Max Verstappen, ce qui est une performance historiquement plutôt plus que correcte dans la deuxième Red Bull. En fait, il paye simplement la politique de Red Bull depuis des années sur ce siège de pilote numéro 2. Ils ont tellement délaissé ce poste, ils ont tellement malmené celui qui en a été le propriétaire, d'abord Gasly, puis Albon, puis maintenant Sergio Pérez, que lorsque ça se resserre au niveau des équipes, au niveau de la hiérarchie, eh bien cette deuxième voiture n'a plus assez de marge pour rester dans le coup, je dirais même ne serait-ce que pour passer en Q2, pour passer en Q3, c'est fou, on en est arrivé. Et donc Checo, il est sans cesse à la limite dans cette voiture, dans une voiture qui n'est pas du tout facile de piloter, en plus cette saison qui a des difficultés, et quand les autres sont trop forts, plus proches, eh ben, il ne peut que subir. Et du coup, le constructeur, il est plus que jamais en danger, puisque j'ai du mal aujourd'hui à voir Pérez ne serait-ce que remonter sur un podium, je parle du moins à la régulière. Et vu le niveau des autres, il ne pourra en tout cas pas aider Red Bull de beaucoup, il ne pourra pas aider non plus Max dans le cadre d'une lutte éventuellement serrée au niveau du championnat pilote. Voilà, Max peut se débrouiller très bien tout seul, évidemment, c'est Max Verstappen, évidemment, mais quand les autres seront sûrement deux, chez McLaren et chez Ferrari, eh bien, lui sera seul. Ce sont les limites du système Red Bull qui est aujourd'hui plus challengé que jamais. Quand il n'y a pas un énorme avantage, il y a beaucoup de points noirs, beaucoup de points négatifs. On continue de descendre pour trouver Mercedes, finalement toujours un petit peu dans la même position, même si ce week-end c'était un peu mieux. Les 5e et 7e positions font plutôt belle figure et il n'y a que 12 secondes de retard sur la ligne par rapport à Charles Leclerc, même si c'est très circonstanciel cet écart. Franchement, je ne le prendrai pas vraiment en considération. Ce que je vois quand même, c'est que le monde existe toujours entre eux et le tout premier wagon. En vrai, c'était pas mal et je dirais même qu'il y a un moment donné où on y a cru, on s'est dit peut-être Mercedes la surprise, mais au moment où ça devient très sérieux, la qualif, la Q3, bah ouais, il y a toujours cet écart. Ce week-end à Monaco, c'était pas 5/10, c'était plutôt 3. Donc voilà, c'est pas mal, mais finalement ça revient au même et finalement leur course, c'est toujours celle du deuxième wagon, alors que derrière ça vient de s'étendre. Après, ils ont bien contenu Verstappen, ils ont tenté avec Hamilton, bon, ils n'ont pas dû de pousser dans le tour de sortie, mais bon, je pense quand même qu'Hamilton pouvait se douter que le tour de sortie à Monaco, oui, effectivement, c'est un tour crucial, donc bon, je suis pas certain qu'on ait eu besoin de lui dire push. Bon, c'est peut-être que le message était trompeur et que c'était surtout au niveau de l'attaque, la chauffe des pneus que ça jouait. Mais bref, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à aller chercher en course pour Mercedes en tout cas. Et c'est un week-end où il y a du positif à tirer, même si voilà, le gros du problème reste. Pour moi, j'ai toujours pas vu d'évolution fondamentale chez Mercedes. Et tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas quelque chose de fondamentalement mieux. Concernant les pilotes, Russell a réussi à battre Hamilton en Q3 alors que sur le début du week-end, il était dominé. Hamilton a dit que Russell avait un petit truc en plus, une évolution lors de la qualif que lui n'avait pas. Alors, j'ai pas du tout entendu parler de cette histoire depuis le début de saison. Je sais pas si certains ont l'info et peuvent me confirmer ça en commentaire. Bref, en tout cas, Russell, la Q3 était vraiment très bonne. Il fait vraiment un bon temps et il va chercher encore une fois le meilleur résultat possible. On en parle très peu parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais la saison de George Russell, elle est vraiment top. Du côté d'Aston Martin, en revanche, c'est la déception, presque la crise. On commence à l'évoquer depuis 2-3 Grands Prix, puisque voilà, les évolutions n'ont pas du tout apporté ce qu'elles étaient censées apporter, en tout cas ce qu'on espérait du côté d'Aston Martin. Aujourd'hui, ils ont perdu le contact sur Mercedes et commencent à glisser, pour l'instant même au profit du Racing Bull, ce qui semble être pour l'instant une meilleure force qu'eux. Voilà, ils n'ont pas atteint la Q3 depuis Shanghai, ils n'ont pas inscrit de points hier pour la première fois de la saison dans le sillage d'un Fernando Alonso qui a été battu par Stroll lors des 4 derniers exercices qualificatifs et qui semble complètement off, complètement déconnecté depuis le week-end de Miami. Là, il est sorti en Q1 et à partir de là, son week-end était juste fichu. Lance Stroll, lui, n'a pas atteint la Q3, n'a pas spécialement brillé, on va dire, mais c'était mieux. Il était l'Aston Martin la plus performante. Le souci, c'est que lorsque l'équipe lui a offert un arrêt gratuit en faisant ralentir Alonso, eh bien, il a crevé en touchant
touchant un mur et donc il a gâché la peut-être petite chance d'aller chercher le point de la 10e place à Pierre Gasly. Vraiment dommage. Alors après, il a fait de très beaux dépassements, mais c'était avec une différence pneumatique absolument monstrueuse. Donc bon, c'est à prendre avec des grosses pincettes et surtout, bah voilà, il a gâché la chance. En tout cas, du côté d'Aston Martin, il va falloir vite montrer autre chose. Ils ont fait une croix sur le fait de jouer devant, alors que c'était quand même leur objectif cette saison. Maintenant, il faudrait faire attention à ne pas bientôt se retrouver 6e du général. Ouais. Attention, chez les Verts, la saison pourrait peut-être tourner un peu court. Et cela se fait au profit de Racing Bulls et de Yuki Tsunoda qui nous font, j'ai l'impression, le même week-end depuis Melbourne, on va dire, avec une Q3 excellente, souvent autour de la 7e, 8e place et des points du fond du top 10 en course à la place de meilleur des autres derrière Mercedes. Et là, depuis quelques courses, il n'y a plus Aston. Donc en ce moment, Racing Bulls est plus ou moins la 5e force avec un excellent Yuki Tsunoda. Voilà, à part le week-end de Shanghai, il a été excellent partout. On se répète de semaine en semaine, il est parfait. Et finalement, Ricciardo aussi propose un petit peu toujours les mêmes week-ends, sauf à Shanghai. Ricciardo, voilà, il a un déficit de performance qu'il n'arrive pas à combler sans être complètement à la rue. Il est constamment aux portes du top 10, mais n'a pas le truc pour passer de l'autre côté. Et donc, pour l'instant, c'est clairement une saison largement décevante. Concernant Racing Bulls, c'est bien, mais attention, je dirais quand même qu'encore une fois, comme à Imola, je reste un petit peu sur ma faim en course. En qualif, c'est capable d'aller jouer dans le 2e wagon, comme on en parle depuis plusieurs semaines, peut-être même se qualifier 6e sur un bon jour. Mais en course, on voit quand même un écart avec Mercedes. Bon là, Yuki, certes, il a freiné volontairement, mais il avait quand même un tour de retard sur Hamilton qui était juste devant lui et qui a fait un arrêt contrairement à lui. Il y a des choses à faire le samedi, mais le dimanche, il y a quand même un énorme gap qui n'arrive pour l'instant pas à combler et qui limite les espoirs d'une saison vraiment meilleure. Williams, elle, a enfin montré signe de vie dans cette saison. Première Q3, 9e, 2 premiers points. Ouf, ça vient concrétiser quand même 2 ou 3 week-ends où ça va mieux, où ils comprennent mieux la voiture, où ils sont moins loin, où il se passe un petit peu des choses. Ça y est, ils arrivent à manier cette machine, cette Williams qui a été très largement changée dans l'hiver. Du coup, Albon, il se remet à briller. Un bravo, franchement, excellent coup. Et voilà, peut-être que Williams est revenu ce week-end dans la lutte pour la P7 et a démarré sa saison. Bravo. Sargent, lui, passe à un rien de la Q2, même si au moment où il se fait sortir, il prend quand même 4 dixièmes par Albon, ce qui est un écart assez haut par rapport à la globalité de leur écart en qualification d'habitude. Et en course, voilà, il n'a pas eu la moindre chance puisque Williams n'a pas changé ses pneus sous le drapeau rouge. Je ne sais pas ce qu'ils espéraient. À partir de là, il n'y avait absolument plus rien à faire. Dommage. Mais encore une fois, comme depuis 2 ou 3 week-ends pour Logan Sargent, ce n'est pas complètement largué du tout. Il y a quelque chose. C'est clairement encore pas assez, évidemment, mais voilà, c'est pas non plus complètement mauvais. Sauber, en revanche, elle est complètement mauvaise, je pense qu'on peut le dire. Elle confirme son statut de pire équipe du plateau. C'est en tout cas aujourd'hui, vraiment officiellement, la seule qui n'a pas le moindre point. Ils sont derniers et c'est clair, ils avaient les 2 dernières places en qualification. Seule équipe à plus de 6 dixièmes, ils étaient même à plus d'1 seconde. Pour la meilleure Sauber, ça va pas du tout. Joe, il a pris un sacré écart. En course, ils ont tenté une stratégie impossible avec Bottas. Bref, je ne vais pas m'éterniser. Ils ont réglé leurs soucis d'arrêt au stand, mais c'est sûrement la seule chose positive qui leur est arrivée de l'entièreté de la saison, avec peut-être la qualif du côté de la Chine. L'ambiance, elle est morose chez les Verts fluo et ça va pas du tout. On a du mal à trouver des motifs d'espoir. C'est une équipe qui a une saison cauchemardesque. Et puis pour terminer, comme on a déjà évoqué Alpine en début de vidéo, il ne nous reste plus que Haas qui aurait peut-être me fait de ne pas venir. Ça leur aurait coûté moins cher en pièces à réparer et sûrement en pénalité également. Voilà, ils ont été disqualifiés de la qualification pour un aileron non conforme et ils n'ont même pas couvert un seul tour lors du Grand Prix suite à l'énorme crash. C'est absolument l'horreur. Je crois en plus qu'en qualif, Magnussen avait été gêné. Bref, ça va pas du tout. C'est un week-end absolument pour rien et qui vient faire maintenant 3 courses consécutives sans le moindre point. Attention au classement. Ils se font maintenant presque talonner. Est-ce qu'une chute se ferait sentir du côté de Haas? C'est pas sur ce week-end-là qu'on va pouvoir le dire parce que c'est trop particulier, mais quand même, sur l'ensemble, j'ai un peu l'impression. Allez, un point classement où ça devient très intéressant. Leclerc est à 31 points de Max Verstappen. Norris seulement à 56, c'est pas encore fini non plus du tout pour lui, avec un Perez qui glisse totalement. La saison est vraiment ouverte. Derrière, les Mercedes creusent sur un Alonso qui est en panne sèche depuis 3 Grands Prix, tandis que Tsunoda confirme sa 10e place avec 8 points d'avance sur Stroll. Au constructeur, c'est encore plus intéressant, 24 points seulement de retard sur Ferrari qui avance bien plus vite, qui a divisé son retard par 2 ce week-end. Ferrari aujourd'hui pour moi est favori dans ce classement
McLaren, elle n'est pas loin, 68 points de Ferrari, 92 de Red Bull, c'est franchement encore faisable. Le truc, c'est que Piastri a perdu quelques points sur le début de saison. Mercedes est elle maintenant complètement dans un no man's land, vu qu'Aston Martin n'avance plus. Racing Bulls est un solide 6e, et il y a une grosse bataille à venir pour la P7 avec As qui est maintenant talonné par Alpine, qui va mieux quand même dans l'ensemble, et Williams qui s'est réveillé. Puis en fond, il y a Sauber qui pour l'instant n'existe pas. Du côté des notes, le 10 qui est rare mais que je donne à Leclerc puisque sa perf elle est unique, elle est exceptionnelle, autant du point de vue sportif qu'émotionnel. On s'en rappellera pour longtemps. Piastri lui a été sensationnel, vraiment rien à dire. Dommage la Q3, peut-être que cette victoire aurait pu être pour lui. Tsunoda et Albon ont été vraiment excellents, ils sont passés en Q3, ils ont marqué de gros points pour leurs équipes. Russell et Gasly, à mon sens, ne peuvent pas faire grand chose de mieux, en tout cas pour Russell. Gasly, il y a peut-être un petit regret pour la Q3, c'est pour ça qu'on ne monte pas non plus extrêmement haut pour les deux. Verstappen, Sainz, Hamilton, c'était des performances ok, mais on est en droit peut-être d'en attendre un petit poil plus d'eux, c'est pas parfait non plus. Norris, c'est un bon résultat, mais je reste sur ma faim parce qu'il a été battu par Piastri, même si c'était de pas beaucoup, j'en attendais plus de lui. Perez, bon, il y a ce crash et la Q1, mais je continue de dire que les difficultés de Racing Bulls jouent contre lui et que Magnussen a une plus grosse responsabilité dans le crash. Bottas est dur à noter, c'est incroyable, il a été devant Joe en qualif, mais je peux pas monter beaucoup plus haut. Sargent, lui, le résultat est pire que la vraie perf, à mon sens. Et Stroll, c'était bien, mais pas sensationnel. Et à la fin, ça finit avec une crevaison. On retrouve ensuite Ricciardo, qui n'arrive pas à se sortir de ses difficultés sans être catastrophique non plus. Et un Alonso éliminé en Q1, qui fait un bon départ, mais qui est quand même absent, comme Aston, depuis quelques temps. On a ensuite Joe, absent lui aussi, et largement battu en qualif. Magnussen, certes il y a du trafic, mais bon, voilà, derrière, pour moi, il a plus de responsabilités dans le crash, et il était quand même battu en qualif par Hülkenberg. On a aussi Ocon, c'était pas mal niveau perf, mais il fait une erreur qui l'empêche de passer en Q3, et il y a cette erreur au départ face à Gasly qui est beaucoup trop grosse. Enfin, Hülkenberg n'est pas noté, il a fait une très bonne qualif de Magnussen, mais il a été disqualifié, et il a été une victime collatérale du crash, c'est la définition même du pilote non noté. Voilà, il y a aussi les notes des équipes qui suivent un mix entre performance, optimisation, gestion de la course. Je vous laisse me donner vos notes en commentaire et dans le Google Doc. Comme d'habitude, vous m'aidez à les rendre le plus juste possible. Et bien voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix de Monaco qui a été très emballant. Pas la course, mais tout ce que ça donne autour, le vendredi, le samedi, les événements, le classement, c'est absolument dingue. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, je vous attends évidemment en commentaire pour en parler, évidemment. Et puis bah voilà, si ça vous a plu, lâchez votre petit like et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'ai hâte maintenant d'être au Canada dans 2 semaines, c'est bien d'avoir une petite pause pour digérer tout ça, pour avoir envie de retrouver la Formule 1 et se relancer sur une saison qui a pris une tournure vraiment absolument incroyable. Si ça se confirme, elle peut vraiment être incroyable jusqu'à la fin maintenant, on l'espère, c'est vraiment fou. On suivra ça, évidemment, on se retrouvera pour des prochaines vidéos. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui salue Charles Leclerc, premier pilote Ferrari à convertir une pole en victoire à Monaco depuis 45 ans. Bon, une stat absolument dingue. Merci à tous, à bientôt.